Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue et bon dimanche. Vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 de Info Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de la semaine, qui est surtout l'actualité qui a mené toute l'actualité camerounaise et notamment même l'actualité africaine. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir trois invités de pointe, notamment dans l'analyse. Nous aurons Monsieur Bama Célestin qui est SG de la SCTC. Nous aurons Monsieur Raoul Guetoum qui est analyste politique et notamment aussi de la société civile. Et Monsieur Paul-Stéphane Menonga qui est un politologue qui a l'habitude de passer ici à Info Télévision. Alors nous allons commencer par Monsieur Bama Célestin. Bonjour Monsieur Bama Célestin. Bonjour. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci, bonjour à tous les auditeurs d'Info Télévision. Bonjour à mes copanélistes. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche. Alors, vous êtes secrétaire de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Alors, il se pourrait, selon certaines rumeurs, qu'un congrès de la branche dissidente de la CSTC aurait été organisé hier, le 28 août 2021. Qu'en est-il de ce congrès? Vous savez, aujourd'hui, les Camerounais ils ont pris goût avec les histoires de dissidence. Quand vous sentez que vous n'êtes pas accepté par la base, vous allez dans votre chambre, vous concoctez quelque chose et puis vous levez un matin, vous dites que vous avez organisé un congrès. On a même oublié que à la base, quand on parle d'une confédération, c'est un assemblage des syndicats nationaux, des fédérations, des unions départementales. Donc, il s'est tenu un congrès d'une faction dite CSTC hier au CRADAT et on a pu regrouper des personnes et des personnes, même certains qui ne sont même pas de la CSTC. On a pu regrouper, qui a pu regrouper? Oui, il y a des intérimaires, il y a eu 3 factions à la CSTC, il faut le dire, 2 factions. Il y a eu une faction Moussinola et une faction Zambouamougou. Et toutes ces factions, leur mandat était échu à partir du 20 novembre 2020. Alors, il y a eu une volonté des organisations, ça veut dire des organisations confédérées, qui sont le socle, qui fondent même le socle de la CSTC, d'aller à un congrès unitaire. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied. Ceux qui sentaient qu'ils n'avaient pas, ils allaient perdre les pédales, ont commencé à crier au scandale. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce congrès? Qu'est-ce que vous voulez exactement à la CSTC? Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, aujourd'hui, déjà nous allons démontrer à l'opinion nationale et internationale que les organisations qui ont le pouvoir de la CSTC ne se reconnaissent pas par rapport à cette faction. Et nous, notre objectif, parce que vous savez, les élections sociales, c'est le 27 octobre, et certains ont pour mission de fragiliser la CSTC. Parce qu'aujourd'hui, la CSTC, elle est la centrale syndicale, non seulement la plus ancienne, mais la plus représentative. Donc, des gens ont l'intention de la fragiliser parce que la représentativité de la Confédération, elle se démontre à partir des délégués du personnel. Vous voyez qu'aujourd'hui, à moins de quelques jours, si on commence à se fragmenter, ça veut dire que nous sommes partis pour être... la résolution principale, s'il vous plaît, en quelques mots. La résolution principale, c'est que les organisations vont se retrouver dans quelques jours pour prendre une résolution et continuer à travailler avec les organisations de base pour que nous continuons à tenir haut. Merci, on espère que ça ira mieux pour la CSTC. Alors, monsieur Paul-Stéphane Menonga, on a eu à voir justement on va rester dans le domaine des travailleurs, quelques dissidences entre la police justement et les usagers de la route. Il y a eu une bagarre qui s'est passée et ça a circulé dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez justement de cet état des choses où on voit les usagers qui ne respectent plus les forces de maintien de l'ordre? Ce que je pense, c'est que ça traduit la crise d'un système ici. Crise d'un système, quand je parle de système, c'est un ensemble. Et quand vous regardez bien,
les forces de l'ordre représentent les institutions, parce que quand un policier est en tenue, c'est une institution de la République. Et alors s'attaquer à une institution de la République, même quand cette personne a tort, je pense quand même que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les acteurs, que ce soit de la société civile ou même les hommes politiques, de commencer à faire ce que Oumiobe avait l'habitude de faire, c'est-à-dire éduquer les masses. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'éducation politique des masses n'est plus à l'ordre du jour. Or, c'est ce que les citoyens ont besoin aujourd'hui. Donc, ça traduit justement le manque d'éducation politique des masses. Ça fait qu'on se retrouve avec des valeurs comme des contre-valeurs. Et puisque, pour sortir, on a vu même souvent l'institution présidentielle être banalisée. Alors, si l'institution présidentielle est banalisée, à plus forte raison, le policier qui est là pour assurer notre sécurité. Ok, merci. Monsieur Raoul Guetoumou, qui est de la société civile, qu'avez-vous pour dire face à cette situation qui ne fait que perdurer? Déjà, qu'on a eu un journaliste, monsieur Jonas Idjidja, qui a lancé une campagne avec son association Family Club, où il parle justement de la police qui est maltraitée. Il parle de police-population. Le travail de la police ne se limite pas à la gestion de la circulation. La police est partout, à notre service en tout temps. Respectons-la, facilitons-lui le travail. C'est au profit de tout le monde. Qu'avez-vous comme appréciation face à ça? Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs de Info Télévision. Bon, ce que je pense de la situation, c'est que c'est une situation somme toute déplorable, condamnable, et ça traduit véritablement d'un malaise aussi. Parce que en fait, si on va de manière simpliste, Odile, la police est directement rattachée à l'institution centrale. La DGSN est directement rattachée à la présidence de la République. Donc on peut dire que de manière directe, et un peu par délégation si on veut, un peu comme le ministère de la Défense, c'est le président de la République lui-même qui est le patron de la police au Cameroun. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord. Et maintenant, le policier qui est en route ou même dans son bureau, parce que nous parlons beaucoup de ce que nous voyons en route, mais je me suis déjà retrouvé dans des commissariats où des bagarres ont déclenché entre les policiers et des usagers venus par là. D'accord. Et c'est assez récurrent. Ça traduit simplement d'un malaise. Et ce malaise, c'est la relation qu'il y a maintenant entre l'autorité principale, l'autorité dirigeante et les dirigés. Il y a une crise de confiance qui s'est installée du fait d'un ensemble de frustrations qui naissent tout le temps. Et ces frustrations-là sont généralement canalisées et catalysées par ceux qui sont censés diriger les autres vers ce que je peux appeler cela des vertus ou le respect des institutions républicaines. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incivisme justement de la part des citoyens camerounais actuellement? Justement parce qu'il y a cette crise de confiance. Il y a cette crise. Il n'y a plus de respect possible. Et principalement parce que nous vivons dans une société suffisamment injuste. Mais quand vous levez un matin, vous entendez que une seule personne dans cette république est PCA seule d'au moins 10 structures. Ce sont les enfants qui occupent les NAM. Ce sont eux qui sont à gauche, qui sont à droite. Ils caporalisent toute la société. Mais vous pensez que cela va produire quoi? L'usager, lui, quand il voit le policier devant lui, qu'il est censé respecter, et à travers ce policier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit directement les institutions. Et sur lui, il peut directement balancer sa frustration. Je n'ose même pas vous dire ce qui pourrait se passer si c'est un ministre qui se retrouve là, pour la République lui-même. Je ne crois pas qu'on lui fera un cadeau. Merci M. Raoul pour cette intervention. Nous allons passer toujours dans le domaine sécuritaire, notamment dans le domaine de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. 8e session du comité de sécurité transfrontalière, des résolutions adoptées. C'est un reportage signé Nadège Weguin. La mission de concertation bipartite pour la sécurité transfrontalière conduite au Nigeria par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, préfigure un paradigme nouveau de sécurité à la frontière Cameroun-Nigeria. À cet effet, du 24 au 25 août 2021,
le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, accompagné du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, Félix Bayou, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Yves Langui Galax et Toga, et d'un ensemble d'experts et leurs homologues de la partie nigériane veillent au grain à Abuja afin d'éradiquer les menaces le long de la frontière commune avec dans le collimateur Boko Haram. Le communiqué final sanctionne 2 jours d'intenses discussions vers une convergence de vues et un accord parfait entre les délégations des 2 pays. La 8e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria à Abuja au Nigeria se clôture avec un ensemble de résolutions prises, à savoir l'adoption des stratégies offensives, accord parfait sur les moyens, la méthode à mettre en œuvre. En outre, des recommandations sont données par les chefs des 2 délégations, à l'instar du partage d'informations, le contact régulier entre les autorités publiques et locales le long de la frontière Cameroun-Nigeria. Les travaux s'achèvent au matin du 26 août 2021 avec des résolutions fortes en vue de sécuriser la frontière Cameroun-Nigeria. La coopération transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria a été mise en exergue à la 8e session du comité de sécurité transfrontalière. Alors, monsieur Menunga, aujourd'hui, on voit le Nigeria et le Cameroun qui sont justement en bataille contre Boko Haram. Justement, cette réunion, cette assemblée a été justement pour prendre des résolutions. Que pensez-vous justement de cette rencontre quelque part un peu bilatérale avec le Cameroun et le Nigeria? Je pense très honnêtement que c'est une très bonne rencontre déjà parce qu'il faut savoir que le Cameroun et le Nigeria partagent 2000 km de frontières. Et quand on fait une bonne analyse, on a l'impression que ce sont des frères siamois parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Problèmes de sécurité. Boko Haram qui sévit dans le Grand Nord. Ils ont les velléités sécessionnistes. Nous aussi, nous en avons. On a les bandits de grands chemins, ce qu'on a appelé généralement, ou dans le passé, les coupeurs de route. Bref, quand vous faites une analyse froide, vous vous rendez compte que les problèmes que le Cameroun a, ce sont les mêmes problèmes que le Nigeria a. Donc, il est plus que normal que les 2 pays collaborent et coopèrent pour essayer d'endiguer donc tous les maux que je viens de citer ici, parce que vous savez, chez nous en Afrique, on dit généralement qu'un seul charbon ne peut pas faire un feu. Et je salue donc cette coopération parce qu'elle est salutaire tant sur le plan sécuritaire qu'économique, parce que le Nigeria a déjà même été un partenaire économique stratégique. C'est quand même un pays qui avoisine les 200 millions d'habitants. Ça veut dire que s'il fallait que le Cameroun commence à commercialiser au Nigeria, ce serait quelque chose de bien. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est vrai que les bonnes mesures de sécurité vont être mises en œuvre, mais il ne faudrait pas qu'on oublie l'élément le plus important, la bonne gouvernance. Parce qu'on aura beau mettre toutes les mesures de sécurité, tant que la gouvernance sera asynchrone ou alors sélective, ou alors on aura une gouvernance qui produit les frustrations. J'ai peur qu'on se retrouve toujours dans des situations comme ceux de Boko Haram, parce que quand vous analysez le mécanisme de recrutement de Boko Haram, vous comprenez que en réalité c'est la pauvreté, parce que quand on promet à un individu $2000 de prime, on lui promet une moto, on lui promet de doter sa femme pour qu'il intègre Boko Haram. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Et ce qui m'a intéressé dans la sortie du ministre, ils ont évoqué, parce que d'habitude ils n'évoquent pas souvent ça, ils ont évoqué qu'il faudrait qu'ils arrivent à créer des emplois dans ces localités-là où les jeunes ne sont pas occupés, parce que c'est même ça le véritable problème. C'est déjà bien de mettre un ensemble de mesures de sécurité, mais ce serait mieux aussi d'accompagner ça de la bonne gouvernance. Et je sors par là en disant que moi j'aurais aussi souhaité qu'ils nous disent que désormais le Cameroun et le Nigeria ne vont plus importer les armes, qu'on va créer une industrie qui fabrique les armes, parce que c'est même ça le problème de l'Afrique. Il faut être capable d'assurer sa sécurité, on ne compte pas sur les gens pour sa sécurité. Merci. Alors, monsieur Bama Célestin, on a parlé d'éradiquer les menaces frontalières, on a parlé de l'adoption des stratégies offensives, le partage de l'information entre justement ces 2 zones quand même assez amies, et puis on se connaît déjà justement pour la gestion. On a eu il y a quelques temps avec Bakassi les résolutions qui ont été prises. Il y a justement quelques jours, le drapeau camerounais qui était ici à Bakassi avait été enlevé par quelques malfrats. Ça a été arrangé. Néanmoins, il subsiste toujours quelque part aussi des petits couacs entre justement le Nigeria et le Cameroun. Alors, cette 8e session était peut-être pour mettre les points sur les i, ou bien peut-être pour trouver une véritable résolution concernant la crise qui sévit notamment dans les zones frontalières. Oui, Odile, il faut se dire quelque chose. S'il faut remonter un peu, c'est depuis 2009 que nous connaissons les soubresauts
je dirais de manière active par rapport à la secte Boko Haram, par exemple. Mais on a tenu des réunions, on a tenu. Et le problème, c'est comme disait mon frère tout à l'heure, c'est la mise en œuvre. Hier, on s'est dit, il faut mettre des comités de vigilance. Le matériel qui est peut-être convoyé pour ce comité de vigilance, à un moment, on a arrêté. On a oublié les comités de vigilance. Aujourd'hui, on a un peu ce Boko Haram qu'on croyait déjà sous les ténoirs qui renaît. Il renaît pourquoi? Parce que les recrutements ont recommencé. Ce qui était destiné à ces comités de vigilance a pris d'autres pistes. Les emplois, les gars n'en ont pas. C'est la souffrance, c'est la misère, c'est la pauvreté. On ne va pas rester dans les discours de la politique politicienne. Il faut des mises en œuvre, ça veut dire qu'il faut l'application numérique comme on disait en mathématiques. Il faut le faire. Il faut éradiquer la pauvreté dans ces zones. Vraiment, 2000 km, si vous descendez sur le terrain, vous allez constater vous-même que nos frontières sont poreuses. Et ça facilite la pénétration. Avec la pauvreté, je ne sais pas, si vous avez fait un tour à Bakassi, tout ce qu'on a parlé depuis que nous avons eu Bakassi n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, les gars ne vont pas rester les bras croisés. Dès qu'on va leur proposer quelque chose à côté, ils vont prendre. Vous allez dans le sud-est et le nord-ouest. Pour arriver à Akwaya, il faut entrer d'abord par le Nigeria. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Donc on est resté dans la politique politicienne. Donc selon vous, la résolution principale serait? La résolution principale, ce serait d'aller éradiquer la pauvreté. Ça veut dire créer des emplois. D'accord. Hein? Si vous créez un emploi, ça va permettre aux jeunes de ne pas aller se sacrifier, mais d'aller gagner son pain pour nourrir sa famille. Merci. Alors, M. Raoul, tout le monde a parlé de contacts réguliers avec dans cette assemblée. Bon, déjà, je suis un peu surpris parce que ça fait plusieurs années que nous appelons de tous nos voeux un rapprochement véritablement sincère entre le Cameroun et le Nigeria, qui sont d'une part mastodontes en Afrique de l'Ouest, encore que l'histoire nous rappelle que le Nigeria s'est rattaché à l'Afrique de l'Ouest à cause de la puissance camerounaise en Afrique centrale. Donc, mastodonte en Afrique de l'Ouest et l'autre mastodonte en Afrique centrale, du moins, même pour ce qui n'est que de l'espace CEMAC. Donc, et en plus, nous partageons une frontière tellement grande, tellement longue. Donc, moi, je suis quand même un peu surpris que ce soit aujourd'hui qu'on en arrive véritablement à commencer à mettre en œuvre ce rapprochement. Mais toujours est-il que c'est bien. Je salue cela. Parfois, nous allons simplement dire mieux vaut tard que jamais. Très bon rapprochement. Déjà, il y a quelques temps de cela, le président Buhari nous faisait savoir qu'en ce qui concerne l'affaire des Ambaboy et autres, le Niger ne peut plus rester juste spectateur, que désormais ils vont s'impliquer de manière active. Cela va de soi. Quand nous savons que quasiment toute la forêt de Sambisa, Gambarou et tout le reste là a été libérée par l'armée camerounaise. On sait ce qui s'est passé sous le couvert de l'armée tchadienne, puisque nous n'avions pas le droit d'entrer là-bas. Sous le couvert de l'armée tchadienne, l'armée camerounaise est entrée dans le Nigeria et a fait le job. Et cela ne saurait être aujourd'hui une histoire qui doit se passer au coup par coup, Odile. Non. Tout doit être structuré. Tout doit être organisé. Tout doit être véritablement mis en exergue. 24 heures sur 24. Mais la crainte demeure encore la même. Nous sommes tellement bien, tellement forts. Quand il t'a dit d'aller faire des trucs comme ça et de parader un peu à la télé, vous allez voir les titres de tous les journaux, à Tangandji, envoyé par le chef de l'État, bam, 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 et puis après, plus rien. Est-ce que c'est normal que pour entrer dans ton propre pays, partir d'une zone pour une autre, tu es obligé de passer par le pays voisin avant de revenir? Il faut quand même qu'on soit sérieux, qu'on soit sincère. Et je veux bien qu'on me parle d'emploi. Les emplois, on n'en a rien à secouer au Cameroun. On n'en a rien à secouer au Nigeria. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'on mette les gens au travail. Ce sont les emplois qui manquent. Mais le travail ne peut pas manquer dans des pays du monde où tout est à faire. Je dis tout est à faire, il manque. Merci, monsieur Raoul. Donc nous espérons et nous appelons véritablement de tous nos voeux que véritablement on sorte des discours, qu'on sorte de la politique politicienne, qu'on sorte de l'endormissement, qu'on sorte de ces histoires budgétaires. Merci, monsieur Raoul. Nous allons passer dire que 20 milliards ont coûté pour tout ça. Qu'on sorte de là. Voilà, et maintenant qu'on passe aux choses
concrètes. Voilà, merci. Nous allons passer maintenant à l'établissement des passeports au Cameroun, le Centre national de production des passeports biométriques inauguré. C'était un reportage signé Théophile Vianney-Bia. Une stèle érigée en marbre à l'entrée du bâtiment, symbole d'innovation et de progrès. Le Centre national de production des passeports biométriques du Cameroun est inauguré ce 25 août 2021 par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. La construction du Centre national de production des passeports s'inscrit résolument dans le processus de modernisation de notre pays. Loin d'être une action isolée, cet édifice futuriste participe de la concrétisation de la vision du chef de l'État. Le programme politique, économique et social qui porte cette vision accorde une place de choix à la dématérialisation et à la simplification des procédures, dans l'optique d'améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers du service public. Étendu sur une superficie de 4000 m², ce centre est le fruit d'un partenariat entre l'IMCM Audhentique et l'État du Cameroun. Ce centre de Yaoundé enregistre plus de 35 000 demandes d'enrôlement en ligne et plus de 1000 personnes sont enregistrées chaque jour. Nous avons travaillé jour et nuit pour en arriver là. Côté technique, les centres d'enrôlement ont été mis en place au Cameroun dans les 10 régions. De plus, la même solution d'enrôlement des citoyens a été déployée dans les missions diplomatiques à l'étranger. La solution d'enrôlement est accompagnée d'un système de rendez-vous et paiement en ligne qui assure une transparence totale pour le gouvernement et pour le citoyen camerounais. Ce nouveau système est conduit par un comité interministériel chargé d'étudier les offres des soumissionnaires et d'examiner les contours d'un partenariat en botte avec l'État du Cameroun. Avec professionnalisme, dévouement et abnégation, les experts désignés ont mené ce processus conformément au contrat signé sur très haut accord du chef de l'État le 17 septembre 2020. L'exécution de leur mission au plan national a été suivie d'un séjour à Lisbonne, au Portugal, pour des tests d'acceptation en usine et d'exercice des fonctionnalités de préenrôlement et de paiement. Outre le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, les autorités administratives de la région du centre prennent également part à la cérémonie. Le gouverneur Nasseri Paul Biya et le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Digden. Cette cérémonie est également appréciée par les membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sege Tundingoa. Les élus locaux prennent également part à l'événement. Le président du conseil régional du centre, Gilbert Timievuna, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, et le maire de Yaoundé Premier, Jean-Marie Abouna. Le passeport camerounais déjà établi au Cameroun en 48 heures. Alors, M. Menunga, aujourd'hui, on parle de modernisation de notre système, à la vision du chef de l'État, comme l'a dit Ferdinand Ngongo, le représentant du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avoir un passeport en 48 heures peut résoudre le problème peut-être de la CNI? Non, ils ont même mis la charrue avant les bœufs, parce que pour avoir le passeport, il faut avoir la CNI, l'acte de naissance. Or, on connaît qu'avoir un acte de naissance au Cameroun et une CNI au Cameroun, c'est comme si vous demandez le sexe des anges. D'un ange à quelqu'un, il ne vous dira certainement pas quel est le sexe d'un ange. Et moi, je suis un peu amusé parce que quand vous m'avez envoyé cette thématique, j'ai essayé de faire des recherches. En réalité, ça n'apporte aucune solution. Parce que les gens ne comprennent pas que les 48 heures dont on parle, c'est quand on vous reçoit physiquement. Ça veut dire que vous pouvez vous enregistrer en ligne et attendre un an pour qu'on vous convoque. Et ça, les gens ne comprennent pas ça parce que c'est un processus. Il y a ce qu'on appelle la préinscription qu'on fait en ligne. Et là, vous payez l'argent. Et quand vous faites une bonne analyse, vous vous rendez compte que l'État a plutôt mis un mécanisme qui lui permet de sécuriser son argent pour qu'il ne soit plus détourné. Parce que là, vous payez en ligne, ça rentre directement dans les caisses de l'État. Or, quand vous payez physiquement, les gens pouvaient détourner de l'argent. Donc, la solution que ça apporte ici,
ça permet à l'État maintenant de sécuriser son argent, pas de diligenter la fabrication des passeports. Parce que moi, j'en connais des gens qui se sont déjà inscrits en ligne, et ça fait 3 mois aujourd'hui. Ils n'ont pas encore été reçus physiquement. Parce que c'est une fois que vous êtes reçu, on appelle ça l'enrôlement, que vous attendez donc 48 heures si votre dossier est conforme. Donc en réalité, quand vous analysez tout ce qui s'est passé, je n'ai pas envie de dire que c'est une solution cosmétique, parce que mieux vaut un tien que 2 tu auras, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à cette digitalisation du passeport au Cameroun. Alors, M. Bama Célestin, on parle de 35 000 personnes qui ont été enrôlées et de 1000 personnes par jour qui font des demandes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avoir le passeport, c'est vraiment le sésame? Odile, il faut se dire quelque chose. C'est les autres qui vous disent que c'est 35 000 personnes, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que vous avez mené une enquête? Si vous menez une enquête, vous allez comprendre qu'il y a déjà des grincements des dents. Vous avez écouté mon collègue de droite qui vous dit qu'il connaît des gens qui ont déjà 3 mois et jusqu'aujourd'hui, la réponse n'est pas là. Non, on dit il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je continue à dire que le Camerounais laisse les discours politiques. Qu'on nous laisse les discours politiques. Maintenant, on commence par le passeport. Alors que nous avons des gens qui ont 5 ans aujourd'hui avec des récépissés qui sont traumatisés par la police qui dit non, ça c'est un faux récépissé, non, on ne devait pas le renouveler. Non, on dit il fallait qu'on commence par la CNI, qu'on résolve le problème de la CNI, qu'on résolve le problème de l'acte de naissance. À ce moment, on devait avoir confiance. Aujourd'hui, nous autres, nous regardons cette histoire avec pessimisme. Hein? Nous regardons cette histoire avec pessimisme. Donc, je crois qu'il faudrait beaucoup plus rentrer à la CNI, à l'acte de naissance pour qu'on nous démontre qu'en 48 heures, on peut avoir un passeport. D'accord. Alors, M. Raoul Guettem, aujourd'hui, on a parlé de professionnalisme. Le test a été fait à Lisbonne, signé le 17 septembre 2020. Alors, aujourd'hui, on parle de passeport qui est d'une rapidité et qui, justement, est géré par une entreprise allemande. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le passeport peut aider les Camerounais, justement, dans l'établissement peut-être de leur pièce d'identité? Le passeport est généralement une finalité. Figure-toi, on dit que ma CNI va expirer d'ici quelques jours, c'est-à-dire le mois prochain. Je ne te dis pas que chaque fois que je reçois les SMS, là, mon cœur bat. Maintenant, je suis suffisamment inquiet. Vraiment inquiet. Parce que je connais des gars qui sont là depuis 4 ans. Hein. Ils ont déjà eu... Ça ne se lit même plus le récépissé, là. Les gars ont vécu des vertes et des pas mûres par rapport à la CNI. Si la CNI, tu ne l'as pas déjà. Si en amont, tu n'as pas un acte de naissance, comment tu fais pour avoir un passeport? C'est quasiment mission impossible. Je dis quasiment parce que nous savons qu'impossible n'est pas camerounais. Je viens de voir là monsieur le SGPR, ministre d'État. Il a un très bon coiffeur, hein? Ça je le confirme. Très belle coiffure, tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces personnalités se sont déplacées et se retrouvent là-bas en 2021 pour une histoire de passeport? C'est-à-dire une banalité. Je ne sais même pas franchement, je dis une banalité. J'aimerais voir monsieur le SGPR en train d'inaugurer un pont, en train d'inaugurer un barrage, en train de, je sais pas moi, une centrale de mais on parle surtout de l'identité des Camerounais. Non, Odile. Si nous en sommes encore là, ça veut dire que le retard est extraordinaire. Et s'il y a un tel retard, ça veut dire que la volonté politique est suffisamment nulle pour ne pas permettre un certain nombre de choses, Odile. Tu vois toutes ces personnalités venir se réunir là-bas pour une histoire de passeport. Non, franchement, dites-moi ce que vous voulez. Mais en 2021. Pour une histoire de passeport, et encore que l'autre jour, quelques-uns n'ont pas eu leur passeport parce que nous dit-on, il y avait un problème de matériel de fabrication. Nous avons fait une proposition simple à l'État. Tu as vu que, d'après ce que Menougaven a dit, nous l'avons décrit sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. On dit, mais écoutez, quand vous dites qu'il faut d'abord enrôler les gens, ça doit passer par un processus pour que cela finisse par être reçu de manière physique, comme vous dites aujourd'hui, en présentiel. Mais Odile, ça n'empêche pas qu'il y a encore les histoires de passeport express. On dit, enrôle-toi, tu envoies 150 000 ou 200 000 de ce côté, je te positionne la semaine prochaine, ou bien le même jour. On n'a pas encore eu vent de cette méthode. Non, c'est l'évidence. Et maintenant, de l'autre côté, pourquoi ne pas simplement stratifier la fabrication des passeports? On dit passeport normal.
c'est combien maintenant? Peut-être 100 000, je ne sais pas combien. 110 000. 110 000 aujourd'hui. Passeport normal, 110 000. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines, ou même 1 mois. Tu attends. Toi, tu veux le passeport en combien de temps? En 2 heures. Ça fait 5 000, ça fait 500 000. Viens payer, tu t'assois là, on te fait ton passeport, tu sors. On peut stratifier cela. Et chacun, en fonction de son urgence, en fonction de ses besoins, saura exactement quoi faire. Et on va contourner ces mécanismes de la corruption. Mais là, je suis encore étonné que tu aies tout un SGPR qui vient là, avec d'autres membres du gouvernement et d'autres autorités du pays. Le chef de l'État, en 2021, Odile, pour une histoire de passeport, une banalité. Merci, monsieur Raoul. Nous allons passer au reportage suivant. Douala, le DG de la CNPS, présente le concept de l'intelligence émotionnelle. C'est un reportage signé Edmond Fautier. Au cours de cette 53e conférence ayant pour toile de fond l'intelligence émotionnelle, 2 orateurs éloquents sont sur le plateau du JICAM à Douala ce 26 août 2021. Il s'agit d'Hermine Boum, directrice des ressources humaines dans une entreprise brassicole de la place, et Alain Noël Mkulumvondo, directeur général de la CNPS, lui qui de façon élégante et professionnelle démontre la capacité à mieux gérer ses émotions pour obtenir de meilleurs résultats. C'est un mode de management qui tient compte de la connaissance de soi-même, du manager, la connaissance des autres, ceux qui reçoivent nos politiques, nos décisions, nos actions, de manière à ce que les interactions soient le plus fluides possible et participent du bon management, de bonnes décisions, d'un leadership efficient, d'une communication qui permette une compréhension mutuelle. Par ailleurs, il souligne avec grands traits qu'au-delà des outils de gestion classiques, le management sain des émotions lui a permis de mener les plus grandes réformes dans l'entreprise publique qu'il dirige. Il faut pouvoir s'indigner de situations obvieuses pour les changer de manière résolue, se mettre à la place de nos assurés sociaux, les pensionnés, les allocataires. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement de nous? Est-ce que la manière dont nous fonctionnons les satisfait? Si nous on était clients à leur place, est-ce qu'on s'en satisferait? Voilà ce qui a pu déterminer les grandes réformes que nous avons pu mener, comme le paiement en un jour, la réduction significative de la constitution des dossiers à pension, les e-services en général, tout cela pour faciliter l'accès à nos services parce qu'on est guidé par le principe d'empathie. La maîtrise des émotions, un moteur de la croissance. Aujourd'hui, nous avons appris que tous les êtres humains sont intelligents a priori. Il faut associer à cela l'intelligence artificielle avant d'arriver à la notion d'intelligence émotionnelle. Ce que j'apprends, c'est que il faut prendre des décisions qui puissent avoir un impact positif dans l'environnement auquel nous nous situons. Si on le réalise, eh bien, les résultats seront intéressants pour tout le monde. Oui, mes attentes ont été comblées. Et ce que j'ai retenu, c'est que tout simplement, les émotions sont des ressentis que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous exprimons à l'extérieur, soit par des actions, soit par des réactions. Et que l'intelligence émotionnelle, en fait, nous permet de pouvoir les gérer, de pouvoir les comprendre et de pouvoir les utiliser à bon escient. Conscients de cela, les participants sont repartis satisfaits. L'intelligence émotionnelle mise en exergue par M. Mkulumvondo, DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors nous allons commencer par vous, M. Bamak, vous qui êtes syndicaliste des travailleurs. Là, on parle ici de la gestion du management des émotions pour en arriver déjà à un bon rendu déjà technique dans les entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette assemblée, peut-être ce mindset qu'a voulu mettre en exergue M. Mkulumvondo est nécessaire pour que justement la CNPS, l'entreprise dont il dirige, ou bien les autres entreprises puissent avoir un essor économique? Odile, vraiment, moi, travailleur, syndicaliste d'abord. Moi, représentant des travailleurs. Voilà. Représentant des travailleurs, j'ai d'autres problèmes. Parce que les travailleurs souffrent. Je voudrais vous dire, allez, vous avez peut-être souvent vu des vieux qui sont assis en bordure de route en face du ministère des Finances.
Allez regarder, ils sont allés en retraite depuis, ils n'arrivent pas à toucher leur pension. Parce que leurs cotisations, leur dit-il à la CNPS, n'ont pas été reversées. Mais Odile, qui doit collecter? La CNPS a toute une direction de recouvrement. Mais on te demande à toi, retraité, que ton entreprise n'a pas reversé les cotisations. Est-ce que c'est toi qui dois aller, alors qu'on a prélevé, aller dans les mairies, aller dans plusieurs entreprises, on te prélève, au moment d'aller en retraite, la CNPS t'apprend que non, on n'a pas reversé. Alors cette assise sur l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'elle est nécessaire alors? Elle n'est même pas nécessaire pour nous les travailleurs. On n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ceux même qui sont allés en retraite, on ne leur donne pas leur pécule parce que la CNPS dit nous ne pouvons pas te prendre en charge. Cet argent qu'on dépense pour des forums et autres là, vraiment, ça devrait aider les autres qui sont partis en retraite là. Donc vraiment pour moi, ce que je vois là, c'est pas ce que nous travailleurs attendons. Nous attendons plutôt que nos retraités, ceux qui sont allés avant nous, soient pris en charge par la CNPS parce qu'elle n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, elle parle d'intelligence, management et autres. C'est pas ça. On aurait dû recouvrer ce qu'on nous doit. Certains sont morts sans leur pension. C'est ça notre problème. Nous ne voulons pas les grandes théories. Nous voulons être pris en charge par la CNPS. C'est ça notre problème aujourd'hui. Merci. Alors, M. Menunga, ici on parle, ça s'est tenu au GICAM, au siège du GICAM le 26 août. Ici on parle d'intelligence émotionnelle, de management, justement, de gestion d'émotions, afin de mieux, pour une bonne gestion, pour mieux manager justement les employés et peut-être les usagers. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette assise est nécessairement abordable pour tous les jeunes justement qui veulent en entreprise déjà essayer d'avoir une bonne ascension? Oui, c'est important. Déjà, pour tout le monde qui voudrait être un bon manager, il doit être capable de maîtriser son intelligence émotionnelle parce qu'elle vous permet de communiquer, de prendre des bonnes décisions, de conduire le changement en entreprise, l'empathie et j'en passe. Mais sauf qu'en même temps, j'ai envie de dire que le DG de la CNPS a manqué sa cible. La première cible, ce sont nos ministres, nos directeurs généraux et nos PCA. Parce que ce sont eux qui prennent des décisions macro qui ont donc un impact micro sur nos vies. Je vais prendre le cas du ministère du Travail et de la CNPS dont j'ai une parfaite connaissance. Vous savez que la loi de 2012 qui consacre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait de ce ministère la tutelle de la CNPS. Ça veut dire que c'est au ministère du Travail de veiller par exemple au respect du droit du travail en entreprise, de s'assurer qu'effectivement les cotisations sociales des employeurs ou des employés autant pour moi sont versées. Et là vous voyez qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc je pense qu'il aurait dû organiser un séminaire, convoquer le ministre du Travail, convoquer les PCA et leur donner un cours sur l'intelligence émotionnelle et leur dire à partir de maintenant, il faut prendre des décisions qui vont faire que quand les employés iront en retraite, qu'ils aient leur pension. Il faut veiller à l'application du texte. Il a parlé de paiement en un jour, du in-service général. Oui, vous savez, on est dans un état théorique. J'ai l'habitude de le dire, on est dans un état théorique parce que moi, j'ai quand même la chance qu'en plus d'être politologue, je suis gestionnaire des ressources humaines. Combien d'employés ont des numéros CNPS au Cameroun? Parfois, on coupe même votre cotisation, on ne la reverse pas. Parce que pour qu'on reverse, il faudrait que vous ayez un numéro de sécurité sociale. Et moi, je ne connais pas les employeurs camerounais, même étrangers, qui, des fois, même quand vous êtes affilié, ils coupent et ils ne reversent pas. Donc, voilà là où on les attend. C'est pour ça que je dis qu'il a manqué sa cible. La première cible devait être le ministre du Travail. Parce qu'en réalité, c'est sa tutelle. C'est lui qui doit implémenter les textes de sécurité sociale et de droit du travail au Cameroun. On devait donc lui donner un bon cours sur l'intelligence émotionnelle pour qu'il commence à prendre de bonnes décisions, qu'il commence à conduire le changement et tout ce que le DG a évoqué. D'accord. Monsieur Raoul Guetoum, intelligence émotionnelle. Oui, je vais déjà ici là saluer le DG de la CNPS. Je pense que ce monsieur, c'est un très bon travailleur. C'est un monsieur qui a beaucoup de volonté. Et il est même très souvent attaqué pour ses très bons résultats. Voilà au moins un Camerounais qui sort de l'ordinaire. Et j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps. Et c'est bien que cela soit venu par monsieur Mukulu Vondo, qui est confronté au quotidien à un ensemble de pesanteurs dont a fait cas Menunga ici et monsieur le syndicaliste de l'autre côté. Il était temps, véritablement temps. Tu sais, Odile, chez nous, ici, là, on a toujours tendance à mettre la charrue avant les bœufs.
tous les actes que nous posons, si ce n'est pas dans le sens de l'élévation et de la sublimation de l'être humain, ça ne sert à rien. Or, nous avons toujours tendance à mettre en exergue et en avant notre coefficient intellectuel. Notre coefficient, que j'ai envie de dire, notre coefficient intellectuel. Or, à côté, nous avons aussi un coefficient émotionnel qu'il ne faut pas négliger. Tout part en fait de là. Sinon, on dit, comment peux-tu m'expliquer que quelqu'un travaille quelque part, il a 4 millions par mois, tout le monde l'envie, mais il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien du tout. Parce que émotionnellement, il n'y a généralement pas adéquation entre là où il est et ce qu'il est réellement et ce qu'il doit normalement être et même ce qu'il doit faire. Mais pour les besoins de la cause, on se retrouve là. Combien sommes-nous au Cameroun à nous retrouver à plusieurs endroits, non pas par vocation, mais par le rôle des profession. psychologues d'entreprise? Odile, tu sais, ce n'est pas le rôle des psychologues d'entreprise. En fait, c'est toute une chaîne qui doit même partir depuis la base, c'est-à-dire depuis l'école. Un certain nombre de facteurs doivent être enseignés aux enfants. Vous avez des pays comme principalement les pays scandinaves aujourd'hui, où on a supprimé certaines matières à l'école pour enseigner simplement l'empathie et le bien. Que voilà ce que c'est que le bien, voilà ce que c'est que l'empathie. Il faut toujours tout faire dans l'optique de sublimer celui qui est en face de toi, dans l'optique d'aider l'autre. Et en ce sens-là, pour ma part, M. Mekulu Vondon est un génie. Je pense même que c'est bien d'être allé au JICAM. Parce que ça va ressembler trop à un truc politique d'aller voir le ministre qui, au demeurant, ne pourra venir faire qu'un discours, le chef de l'État, et puis après, ça va passer. Or, au JICAM, qui sont les patrons d'entreprise, ils peuvent, c'est-à-dire, ayant reçu ce cours, eux qui sont les principaux managers, si aujourd'hui ils se considèrent comme des gens qui veulent réussir et qu'ils veulent évoluer dans leurs affaires, ils doivent tout naturellement réunir même leurs employés, essayer de créer une sorte de famille. Vous voyez par exemple dans les structures occidentales, dans certains, parce que nous la France là vraiment, dans certaines structures occidentales, scandinaves et un peu dans les pays anglo-saxons, vous allez arriver dans un bureau, vous allez demander au patron, vous croyez qu'il est dans un bureau conçu fermé tout seul. Or, il y a un petit coin là-bas, c'est peut-être la baie vitrée là, de son petit box. On vous dit que voilà le patron. Tout le monde est dans la même salle, en train de travailler. On prend le café ensemble. Tu veux un truc là-bas, tu demandes. Il y a cette convivialité là. Tout ça. Mais chez nous, on est enfermé dans les boîtes, dans les bunkers. On est stressé. Et parfois, on est très nerveux. Donc, pour ma part, je pense que M. Mekulu a pris une très bonne décision. Je l'encourage dans ce sens. Nous allons passer au dernier reportage. Lutte contre la cybercriminalité, les forces armées nigérianes démantèlent un réseau. D'après Crime Fighter TV, 2 unités des forces spéciales au Nigeria démantèlent un réseau de criminels de 39 suspects. Les investigations menées par les forces de police nigérianes révèlent leurs différents antécédents criminels, à l'instar du vol à main armée, kidnapping, cybercriminalité, entre autres. Au moment de leur arrestation, ils ont à leur possession des munitions, des armes et explosifs. Ces malfrats sont soupçonnés d'être les alliés aux sécessionnistes car ils fournissent du matériel de guerre à ces derniers. On pense qu'ils travaillent avec un groupe sécessionniste au Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'il leur fournit des dynamites et d'autres articles de guerre. Arrêté par les agents de police des unités spéciales du Nigeria, le malfrat révèle son mode opératoire. J'ai acheté la dynamite chez un gars. J'envoyais juste l'argent et le gars me remettait la marchandise. Un carton vaut 70 000 naira et ils sont 60 et 21 dans un carton. Une enquête détaillée est en cours. Les forces armées nigérianes travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues camerounais en vue d'une enquête concluante dans l'optique de sécuriser la frontière camerounaise. La lutte contre la cybercriminalité est gérée par les forces armées nigériennes. Alors, Monsieur Menunga, aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, on parle de vol à main armée, on parle de 39 suspects qui ont été appréhendés. Alors, que pensez-vous justement de cette prise d'otage par l'armée nigériane? Je pense que c'est une bonne chose et en même temps, quand on essaie un peu de faire un lien avec le 8e sommet qui s'est tenu, on se dit que peut-être c'est le début de la matérialisation du 10 sommet. Mais sauf que quand vous poussez aussi une analyse très forte en sciences politiques, vous allez comprendre que
la plupart des États africains souffrent de ce qu'on appelle une sous-étatisation. Ça veut dire que l'État ne contrôle pas tout le territoire. Si on prend même le cas du Cameroun, c'est avec la crise de Boko Haram que le Cameroun s'est efforcé à sécuriser ses frontières dans le côté du Grand Nord. C'est la même chose avec dans le Nozo. C'est avec cette crise que le Cameroun a décidé d'essayer de sécuriser. Donc c'est cette sous-étatisation qui fait que de tels phénomènes puissent naître, que des armes illicites, des munitions puissent circuler facilement. Je ne dis pas que ça ne circule pas ailleurs, mais ça ne circule pas au même degré ou à la même proportion que chez nous. Donc c'est cette sous-étatisation. Il faudrait donc que les États passent de la sous-étatisation à une étatisation totale. Parce qu'aujourd'hui même Bakassi est sous-étatisé. Quand vous analysez bien Bakassi, vous remarquez que la présence de l'État n'est pas véritablement marquée, elle n'est pas forte. Et alors quand l'État n'est pas présent, c'est clair que des acteurs non étatiques y seront. Donc vivement que les deux États continuent ou mettent en pratique les mesures qui ont été prises lors du 8e sommet et que davantage ils s'attellent à contrôler leur territoire de fond en comble. En une phrase, monsieur Raoul Guetoum. C'est ce que nous demandons tous les jours. Aujourd'hui, un pays comme le Cameroun, le Nigeria, fût-il le plus peuplé, la première économie en Afrique, ne peut pas se permettre de vivre en autarcie. Nous devons mutualiser nos efforts. C'est même ça, in fine, le panafricanisme. On ne peut pas évoluer seul. Sinon, quelques bandits vont nous déchiqueter tous les jours comme ça. Vous voyez un gars, il fait des conneries au Cameroun parce qu'il est venu traverser une ligne virtuelle qu'on appelle frontière. Il est de l'autre côté là-bas, tu le vois partir. Tu n'es même plus capable même de tousser. Non, on doit pouvoir mutualiser nos efforts. C'est ce que nous demandons tous les jours. Et en plus, même économiquement, le Cameroun a plus intérêt à traiter avec son premier partenaire économique que le Nigeria. Tous les jours, nous vendons l'Union européenne, les APE, machin. On peut s'en passer, ou tout au moins réduire cette histoire à sa portion la plus congrue, en envoyant simplement du manioc, en envoyant simplement, je sais pas moi, du héros, du watalif au Nigeria. On est potentiellement sur 1500 à 2500 milliards par an. D'où l'intérêt pour nous de créer un espace viable, un espace suffisamment sécurisé. La police camerounaise et la police nigériane aujourd'hui et toutes les entités de sécurité numérique, physique et tout ce que vous voulez, militaires, doivent travailler la main dans la main. Merci. On doit même déjà former une seule et même Alors, entité. monsieur Bama Célestin, on parle d'alliés des sécessionnistes. Qu'avez-vous comme regard là-dessus? Bon, les alliés des sécessionnistes, il faut se dire, hein, ça rejoint un peu ce qu'on parle de cybercriminalité. Au Cameroun, on a dit qu'il faudrait que en fait, les FMO travaillent avec les populations. Nous, pour essayer de trouver des solutions à cette cybercriminalité, nous avons mis sur pied un syndicat national des réparateurs de téléphones. D'accord. Parce que vous savez que dès que vous avez les réparateurs de téléphones, c'est eux qui font le paramétrage, c'est eux qui débloquent les téléphones. Mais si vous travaillez avec eux, ils ont toute l'information. Mais nous avons mis ce cas sur pied, nous sommes en train de nous déployer sur le terrain pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Nous avons déjà saisi la DGSN, le CED, en fait tout le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il n'y a que le FOP qui nous a déjà reçus parce que à côté de ça, on voit la création de l'emploi. Il y a la création de l'emploi. Donc, maintenant, hormis la création de l'emploi, il faut qu'on rencontre aussi les autres pour qu'on travaille en synchro pour pouvoir déceler beaucoup de choses. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu apporter comme mouvement syndical. Je crois que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils vont nous ouvrir les portes pour qu'on puisse travailler ensemble pour éradiquer cette cybercriminalité. Merci, M. Bama. Merci. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau. On espère vous recevoir bientôt. Merci à M. Paul Menunga qui vous avez l'habitude de passer ici, M. Raoul Guetoum. On vous dit merci de nous avoir suivis. On remercie toute l'équipe technique mise à contribution, le superviseur général de Neveng. Passez un bon dimanche et si vous êtes à table, bon appétit.